Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à ce nouveau webinaire de rentrée. Et le thème donc ce soir, sommeil et perturbation de l'équilibre émotionnel. Un mot est passé dans notre langage, ce mot stress, donc on l'utilise très souvent et on ne se sent pas bien, on va dire voilà je suis stressé. En fait, donc, derrière ce mot, on va exprimer des choses comme très différentes comme l'anxiété, le mal-être, l'insomnie, la baisse de morale. Alors pour ce thème d'aujourd'hui, voici le plan que je vous propose. Donc nous allons tout d'abord parler nutrition. Ensuite, nous allons préciser cette notion de stress. Nous allons évoquer l'anxiété, la perte de mémoire et l'anxiété, l'insomnie, la baisse de morale, et je vous proposerai une approche particulière par rapport à ce thème des huiles essentielles. Et nous terminerons sur des cas comptoirs. La nutrition. Peut-être êtes-vous étonné que je commence par parler nutrition, mais il est certain que notre organisme, qui est une magnifique centrale énergétique, qui a une usine à fabrication de neurotransmetteurs, d'hormones, il se passe beaucoup de réactions chimiques. Notre organisme, bien pour fonctionner correctement, a besoin de nutriments. Sinon, ça marche beaucoup moins bien. Alors, pour ça, je vais voir avec vous donc quelques éléments importants de nutrition qui vont participer, ces nutriments vont participer efficacement à la régulation de notre humeur. Nous allons commencer par parler probiotiques, de l'intérêt des probiotiques. Alors, certaines médecines très anciennes avaient déjà cette intuition de l'intestin était vu comme le deuxième cerveau. Et puis à notre époque, avec toutes nos techniques modernes d'investigation, on est arrivé à mettre en évidence des connexions entre l'intestin et le cerveau. Donc en fait, l'intestin envoie très rapidement des informations au cerveau et vice-versa. Si on se penche sur la composition de notre intestin, eh bien en fait, on se rend compte qu'il y a présence de neurones. Et oui, on a des neurones, plus de 100 millions dans nos intestins, et c'est aussi l'endroit où est pratiquement fabriquée toute la sérotonine de notre organisme. Donc cette sérotonine qui sera ensuite déversée dans la circulation sanguine et qui pourra rejoindre le système nerveux central. Donc vous voyez, toutes ces découvertes, eh bien déjà ça conforte un petit peu dans cette idée de intestin, deuxième cerveau et cet axe intestin-cerveau. Les probiotiques. Vous savez que nos intestins abritent donc le microbiote intestinal qui est composé de 10 puissance 12 à 10 puissance 14 bactéries principalement, mais virus, champignons non pathogènes. Et en fait, ces bactéries sont là pour aussi nous aider dans le fonctionnement de notre organisme. Il a été mis en évidence par des travaux récents des bactéries dont les souches sont très déterminées, très répertoriées. Ces souches, ces bactéries sont capables d'aider à la fabrication de sérotonine, par exemple. Aussi, des travaux ont mis en évidence que certaines bactéries pouvaient rendre plus efficaces des traitements antidépresseurs. Donc, vous voyez l'utilité de ces bactéries. Et ces bactéries très précises, on les nomme psychobiotiques. Alors, ces psychobiotiques, pour le moment, on en est encore au stade de la recherche, pas encore appliqués en thérapeutique, mais cependant, tous ces probiotiques qui sont proposés dans les compléments alimentaires, eh bien, sont une piste intéressante. Et même si c'est encore très flou par rapport à un ciblage beaucoup plus fin, plus précis, ils sont quand même très, très intéressants et aussi peuvent apporter des améliorations dans cette régulation de l'humeur. De l'intérêt des acides gras oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés avec des doubles liaisons. Donc ce détail font que ces acides gras sont très souples. Et donc ces acides gras les acides gras qui en fait
sont dans les membranes, toutes les membranes de nos cellules. Donc, en fait, ces membranes cellulaires qui sont composées de phospholipides, eh bien, on comprend que si il y a principalement des oméga-3, eh bien, on aura une fluidité membranaire beaucoup plus importante que si ces membranes sont constituées d'acides gras saturés, donc beaucoup plus rigides. On peut aussi comprendre l'intérêt de cette fluidité membranaire au niveau des récepteurs, ces protéines, ces endroits-là précis où il y a des connexions avec les neurotransmetteurs, eh bien, c'est pareil, une meilleure fluidité membranaire assure une meilleure connexion. Donc, ces oméga-3 sont aussi considérés comme neuroprotecteurs. Alors, ceux qu'on connaît principalement, ce sont les EPA et DHA. Donc, ces deux acides gras sont des acides gras oméga-3 aboutis. Et on va les trouver surtout dans les poissons gras. Et si on réfléchit, c'est vrai que ces poissons gras que l'on va retrouver qui évoluent dans les mers froides, eh bien, sont pourvus de ces oméga-3 qui leur permettent de ne pas geler sur place, tout simplement. Une petite précision quant à une précaution d'emploi, ces oméga-3 sont fluidifiants, donc attention si traitement anticoagulant. Avec les antivitamines K, on peut réajuster le médicament, le dosage après l'INR. Avec les AOD, c'est un petit peu moins simple. De l'intérêt des acides aminés. Donc là aussi, ces acides aminés sont des briques qui vont servir à l'élaboration de certaines molécules plus complexes. Et le tryptophane, qui est un acide aminé essentiel, va se transformer en sérotonine. Et cette sérotonine va se transformer en mélatonine, l'hormone du sommeil. La L-tyrosine, qui est un acide aminé non essentiel, alors non essentiel parce que elle peut être fabriquée dans notre organisme à partir d'un autre acide aminé, et c'est pour ça que c'est un acide aminé non essentiel. Le tryptophane, lui, est essentiel parce qu'il ne peut pas être synthétisé dans notre organisme et doit obligatoirement être apporté par l'alimentation. Revenons à la L-tyrosine. Donc la L-tyrosine, eh bien, va donner la dopamine, qui, elle, va donner la noradrénaline et qui, cette dernière, va donner l'adrénaline. Vous voyez, les acides importants, l'apport est important pour que l'on puisse fabriquer les neurotransmetteurs dont on a besoin. La taurine. La taurine, ah oui, ça vous étonne, vous voyez, la taurine, c'est vrai qu'elle a eu une mauvaise réputation à un moment donné. Alors, cette taurine, c'est un acide aminé non essentiel qui intervient sur la régulation de l'humeur, qui va permettre une meilleure assimilation du magnésium, qui aussi active le système GABAergique et qui a d'autres aussi propriétés dans notre organisme, cardiovasculaire et au niveau digestif. Alors, pourquoi la taurine, on s'en méfie? Eh bien, elle a été utilisée dans des boissons énergisantes, mais à des doses très importantes, de l'ordre de plusieurs grammes. Alors que quand vous avez un complément alimentaire, il est dosé à plusieurs centaines de milligrammes. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes dosages. De plus, cette taurine était aussi mélangée à de la caféine en quantité importante. Et en fait, tous ces mélanges à haute dose eh bien, étaient délétères sur notre fonctionnement. Donc, c'était vraiment la dose, les mélanges qui en faisaient un produit qui pouvait être dangereux. Mais la taurine, à des doses raisonnables, eh bien, en fait, c'est un acide aminé dont notre organisme a besoin. De l'intérêt du magnésium. Je vous présente le magnésium. C'est vrai que vous le connaissez très bien. Ça fait partie des conseils en officine qui sont très fréquents. Et donc, c'est le magnésium qui intervient dans tellement de mécanismes de notre organisme, et bien aussi intervient sur différentes réactions chimiques en lien avec la régulation de l'humeur. Et aussi, indirectement, ce magnésium va pouvoir aussi diminuer des effets physiques liés à une perturbation psychique. Par exemple, les crampes musculaires. Ce n'est pas la seule raison, la perturbation psychique, mais une perturbation psychique va entraîner forcément une fuite du magnésium et indirectement, ça sera propice à l'apparition des crampes musculaires. Une seule contre-indication,
le magnésium, l'insuffisance rénale. De l'intérêt de la vitamine B6, la vitamine B6, vous la voyez souvent associée avec le magnésium, et c'est vrai qu'elle interagit avec ce minéral, et donc tous les deux, agissant simultanément, eh bien, sont plus efficaces. Hein. Donc elle intervient aussi dans la synthèse de neurotransmetteurs. Donc la vitamine B6 aussi, très importante dans notre régulation du système nerveux central. Donc, vous voyez l'intérêt dans la nutrition de ces apports, si possible quotidiens, hein, pour ne pas que notre organisme se carence, donc en acide oméga 3, en acides aminés, en magnésium, en vitamine B6, etc., etc. C'est une liste non exhaustive. Et sans oublier l'intérêt des probiotiques aussi. En revanche, on évitera les graisses saturées, qui sont délétères. On a parlé de la polyinsaturation des oméga 3, et les graisses saturées, on a vu, beaucoup plus rigides, donc beaucoup moins intéressantes. Et aussi, les aliments à index glycémique élevé favorisent aussi un dysfonctionnement dans notre équilibre émotionnel. Le stress. Alors, le stress, mot très à la mode, a été précisé par un Canadien, Anseli, au début du XXe siècle, et il est parti sur cette définition suivante, c'est que donc tout être vivant se voit contraint dès la naissance, et pour vivre dans les meilleures conditions, d'assurer le maintien de l'intégrité de ses tissus. Ça veut dire donc que notre organisme est toujours en train de chercher Oui, Steven? Annick, Oui. on a une question. Pourquoi y a-t-il une contre-indication pour le magnésium par rapport à l'insuffisance rénale? C'est parce qu'en fait, ça fait une surcharge. À partir du moment où il y a une insuffisance rénale, l'organisme gère beaucoup moins les nutriments. Hein. Donc, de toute façon, l'insuffisance rénale est contre-indiquée dans beaucoup de choses, parce que l'organisme ne le gère pas. Hein. Quand il y a une insuffisance rénale, l'élimination se fait moins bien, donc c'est pour cette raison. Et ça ne concerne pas que le magnésium. D'accord. Et on a une deuxième question. Est-ce que tu peux réexpliquer la contre-indication oméga 3 et anticoagulants oraux? Oui, alors les oméga 3 fluidifient le sang. Bon, donc vous savez que quand on a un traitement anticoagulant, si on prend des choses qui fluidifient le sang, on s'expose à des hémorragies. Hein, voilà. Donc les gens qui sont sous anticoagulants, c'est pas toujours simple. Hein, vous savez ça au comptoir. Donc si on prend des anticoagulants genre antivitamine K, vous savez qu'il y a une surveille étroitement ces prescriptions avec l'INR, hein, qui permet de vérifier, savoir si on est dans la bonne fourchette par rapport au dosage du médicament. Donc, si on prend un antivitamine K, et si on prend des oméga 3, il y a toujours possibilité, avec l'INR qui est fait très souvent, de pouvoir réajuster le dosage du médicament. Avec les AOD, là, on a moins de contrôle, et donc là, c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Donc, je reviens à ce stress. Donc, cette recherche d'équilibre, d'homéostasie se fait en permanence. Un exemple simple, la glycémie. Vous savez qu'un organisme qui gère bien le taux de glucose dans le sang, eh bien, lorsqu'il y a un examen, on doit avoir ce taux de glucose dans le sang inscrit dans une fourchette de valeurs. Si on dépasse ces chiffres, hein, si c'est supérieur à un certain chiffre, vous savez tous les problèmes que ça engendre. Donc en fait, c'est à tous les niveaux de notre organisme. Il y a en permanence, à tous les niveaux, de cette recherche d'équilibre pour un bon fonctionnement de l'organisme. Donc, vous imaginez le travail colossal que ça demande à notre organisme. On ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même un travail énorme. Alors, le stress, c'est vrai qu'on associe le stress à une perturbation émotionnelle, mais en fait,
il faut élargir cette notion de stress. Donc, en gros, le stress, c'est notre contact avec l'environnement. Donc, et toujours pour, après que notre corps s'adapte et garde ses équilibres. Donc, en fait, c'est la vie quotidienne. Il n'y a plus de stress quand on est mort. Il ne se passe plus rien. Mais tant on est vivant, on est tout le temps à réguler. Et donc, en fonction de la température, en fonction du degré d'humidité, le corps va se réadapter pour toujours rechercher son équilibre. Et c'est lorsque le stress, on le verra tout à l'heure, devient plus important, quand il y a une perturbation plus importante, et bien là, il va devoir faire des efforts supplémentaires pour retrouver son équilibre. Alors, le stress, donc on ne parle pas que de stress psychique, mais on va aussi parler de stress métabolique. Ça va concerner la gestion des lipides, des glucides. On va parler de stress endocrinien, donc davantage la gestion de tout ce qui est hormones, le stress immunologique, ça va de soi, l'immunité, le stress physique, ça va être la fatigue cardiovasculaire. Vous voyez, donc tous ces différents systèmes, eh bien, on va aussi pouvoir parler de stress, mais donc pas seulement psychique. Et donc, je vous parlais de cette recherche d'équilibre permanente. Donc, vous avez ce schéma qui résume bien en fait ce qui se passe. Donc, vous avez cette ligne horizontale, vous voyez marqué seuil normal de résistance. Donc là, c'est notre petite routine d'organisation donc de nos différentes réactions chimiques, de nos équilibres qui se fait sans à-coup, tranquillement. Donc, tout est bien régulé, ça se passe très bien. Et puis, il se peut, ça c'est aussi hein, les choses de la vie, hein, une mauvaise nouvelle ou un gros effort physique, et là, l'organisme se trouve face à une nouvelle situation et on est, vous voyez, à gauche sur le schéma en phase d'alarme, c'est-à-dire que là, l'organisme peut plus se contenter de sa petite routine et est obligé de trouver d'autres armes pour continuer à réguler l'ensemble de cet organisme. Donc la phase d'alarme, ça va correspondre à une sollicitation plus importante du système sympathique avec production plus importante d'adrénaline. Et donc, ça va pouvoir permettre ce stress aigu de tenter de réguler les choses. Et puis, ça peut perdurer. Hein. Donc, le stress peut devenir chronique. Donc, cette attaque, ces perturbations continuent dans le temps. Alors là, l'organisme est obligé, pour toujours conserver cette tentative d'équilibre, d'homéostasie, eh bien, il va falloir qu'il trouve d'autres armes. Donc, dans un premier temps, dans cette phase de résistance, il y aura une sécrétion accrue de sérotonine, par exemple. Et puis, le magnésium, quand on commence à fuir. Hein, le magnésium, c'est vraiment très important. Et dès qu'il y a du stress, c'est donc aigu et puis chronique, il diminue. Hein, voilà, c'est pour ça que c'est toujours important de se recharger en magnésium. Et puis, troisième phase, la phase d'épuisement. À un moment donné, on a tiré un peu trop sur la corde et l'organisme commence à avoir du mal à faire des efforts pour continuer à assurer ses équilibres. Donc, il va y avoir une production, il va encore tenter des choses, donc il va y avoir une production plus importante de cortisol, le cortisol qui est appelé hormone du stress. Donc, en fait, le cortisol, c'est une hormone qui, naturellement, est biosynthétisée le matin très tôt, qui va nous permettre de commencer la journée et de solliciter les éléments, les nutriments dont on a besoin pour fonctionner. Eh bien, cette phase d'épuisement, il va y avoir vraiment une sécrétion plus importante de cortisol. Hein, l'organisme se défend comme il peut, et puis à un moment donné, eh bien, il va lâcher. Donc, ça va plus être possible de continuer comme ça à se battre. Les équilibres sont de plus en plus difficiles à maintenir. Et puis là, c'est tout chute, le cortisol chute. Et ça, c'est une espèce de désorganisation qui peut ensuite se faire jour. Et donc, c'est un peu ce qu'on appelle le burn-out. Voilà. Donc, évidemment, il faut éviter d'en arriver là. Heureusement, Dame Nature est là. Et en fait, nous avons ce qu'on appelle des plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes,
comme le nom l'indique, ça va permettre à l'organisme de s'adapter. Donc, ces plantes, en fait, vont pouvoir, lorsqu'elles sont ingérées sur un organisme qui a des difficultés à maintenir ces systèmes en équilibre, eh bien, ça va aider l'organisme à remettre un peu ces systèmes à niveau, à les restimuler pour qu'ils retrouvent un équilibre. Donc, c'est quand même assez fabuleux, ces plantes adaptogènes. Il n'y a pas d'équivalent en allopathie, c'est vraiment le végétal seul qui peut nous offrir ce type d'activité. Alors, c'est une action non spécifique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un organisme commence à perdre ses équilibres, on ingère une plante et la plante va, sans spécificité propre, réajuster ce qui ne va pas. Vous voyez, donc c'est dans ce sens que c'est non spécifique et donc ça va augmenter la résistance globale de l'organisme. L'idée, est un soutien. Donc, comme exemple de plante, vous avez le ginseng, c'est la plante référente en matière de plantes adaptogènes, donc Panax ginseng, on utilise la racine. Donc, cette plante agit sur différents types d'agents stressants. Donc, ça va être sur le stress physique, psychique, endocrinien, immunologique, métabolique. Donc, c'est vraiment une action assez globale, ce ginseng. Je n'ai pas précisé, mais il faut qu'une plante adaptogène puisse réguler au moins 3 des systèmes cités. Voilà, donc le ginseng, très général. Une autre plante, la rhodiole, Rhodiola rosea, on utilise la racine. Donc cette rhodiole aussi a un impact sur ce système endocrinien, physique et psychique. Elle est souvent d'ailleurs utilisée plus pour ce stress psychique. Alors, vous imaginez bien que ces plantes adaptogènes qui sont capables de remettre à niveau un système défaillant, il faut quand même faire attention, pas les proposer systématiquement. Parce que si vous avez un organisme avec des systèmes qui sont déjà défaillants, sans qu'il y ait de stress particulier, ça ne va pas être un conseil judicieux, parce que là, on ne va pas aller titiller un système qui est défaillant. Après, comment gérer ça, Voilà, c'est dans un organisme qui n'a pas de dysfonctionnement particulier, qui à un moment donné, et a besoin de retrouver un équilibre, mais sur un organisme qui a déjà des pathologies, qui a déjà des systèmes qui ne fonctionnent pas très bien, on ne peut pas se permettre de conseiller ce genre de produit. C'est pour ça que vous avez des contre-indications précisées. Enfants non pubères, on a parlé d'un impact sur le système endocrinien, l'obésité, l'hypertension non traitée, mais on pourrait rajouter maladie auto-immune, cancer, problèmes cardiovasculaires. Voilà. Donc, il faut retenir ça. Sur tout système, organisme avec des systèmes défaillants par nature, on ne va pas conseiller ce type de plante. La rhodiole, c'est pareil, ça a un impact quand même sur un certain nombre de systèmes, donc on est prudent. Une contre-indication qui est reconnue, c'est les troubles bipolaires, mais malgré tout, on a vu qu'il y a un impact sur le système endocrinien, on est quand même prudent. Et donc, forcément, il peut y avoir aussi des interactions médicamenteuses avec ces plantes qui agissent sur ces systèmes-là, donc prudence avec ces plantes adaptogènes. Ce sont c'est magnifique ces plantes, mais il faut savoir qu'on ne peut pas les conseiller à tout le monde. Et ça, c'est le leitmotiv, c'est pour rappeler qu'il ne faudra pas oublier la nutrition avec les oméga 3, les acides aminés, le magnésium, vitamine B6 et probiotiques. Ça, c'est un petit rappel. L'anxiété. L'OMS nous donne une définition. Donc, c'est un sentiment d'un danger imminent, indéterminé, s'accompagnant d'un état de malaise, d'agitation, de désarroi, voire d'anéantissement. La définition précise. Donc, les symptômes, une inquiétude, une peur, une irritabilité, et puis on somatise, palpitations, douleurs musculaires, sueur, mal à l'estomac. Et en fait, cette anxiété, cette inquiétude, ça peut aller jusqu'à la panique. Alors, ça signe un déséquilibre dans les niveaux des neurotransmetteurs. Ça, c'est reconnu. Donc, ça peut être sur le GABA, noradrénaline, adrénaline, sérotonine.
Alors, nous avons des plantes qui peuvent nous aider dans ces phénomènes d'anxiété. Donc, on a la passiflore, Passiflora incarnata. Donc, cette passiflore, bien des travaux, mettent en évidence son interaction avec des systèmes GABAergiques et opioïdes. Et donc, on va pouvoir personnaliser aussi ces conseils de plantes, parce qu'on a plusieurs plantes pour l'anxiété. Pourquoi donner l'une ou l'autre? Bien, la passiflore, intéressante dans un contexte d'agitation, de nervosité. Donc, elle convient à l'agité anxieux. La valériane, Valeriana officinalis, donc là aussi, on sait qu'elle interagit avec le système GABAergique et elle va pouvoir être conseillée quand il y a un contexte d'agressivité, une personne plus agressive, qui aurait tendance à être plus agressive. Elle est aussi intéressante quand il y a anxiété, somatisation avec des contractures musculaires, par exemple. Et aussi, elle est intéressante dans l'arrêt du tabac. Elle est aussi très conseillée pour aider quand une personne veut arrêter de fumer. L'aubépine, Crataegus levigata, donc cette plante qui n'a pas comme intérêt que la sphère émotionnelle, mais qui est une grande plante du cardiovasculaire, eh bien, cette plante, l'aubépine, eh bien aussi à ce côté sédatif. Et en fait, par rapport aux deux autres, on a vu là, qu'elles interagissent avec des systèmes GABAergiques, par exemple, eh bien, cette aubépine a une action moins centrale, mais plus périphérique, donc relâchement, davantage périphérique. Donc, cette aubépine peut être conseillée en cas pour un état nerveux, avec ou sans palpitation. Si une personne vient vous voir parce qu'elle est anxieuse et qu'elle sent que son cœur bat tout rompre par moment, il faut quand même être certain que cette personne n'a pas de problème cardiovasculaire, pas passer à côté d'une pathologie que nous n'avons pas à prendre en charge. Donc, on s'assure de ça. Et toujours l'intérêt de nos nutriments. On verra aussi, quand on parlera des huiles essentielles, comment elles peuvent apporter un réconfort. Mémoire et anxiété. Alors, anxiété et petite perte de mémoire, ça peut aller ensemble. Quand on est anxieux, on est un peu moins concentré. Bon, ça peut. Et certaines plantes, eh bien, ont comme indication ces deux petits problèmes. Voilà. Et donc, deux plantes, Bacopa, donc c'est une plante peut-être qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est très intéressante pour cette problème de mémoire, difficulté de concentration et aussi d'anxiété. Donc, oui. On a une petite question sur l'aubépine. Est-ce qu'on peut conseiller l'aubépine dans un contexte d'extrasystole nombreuse malgré traitement? Alors, s'il y a un traitement, c'est qu'il y a déjà un problème. Ça, on ne peut pas nous le faire de notre propre chef, mais il faut voir ça avec le médecin ou le cardiologue. S'il y a un traitement déjà, non, on ne peut pas se permettre de faire ça comme ça par nous-mêmes. Donc le Bacopa, comme propriété, on sait qu'il améliore la transmission de l'influx nerveux, protège aussi les tissus du système nerveux central. C'est une plante très intéressante. Et donc pour ces petites pertes de mémoire, quand on a du mal à se concentrer et on est un peu anxieux, ça marche. C'est une belle plante très intéressante. Quelques effets secondaires, qui peuvent apparaître, nausées, sécheresse de la bouche, et les interactions médicamenteuses, celle qui est retenue, ce sont les neuroleptiques. Le ginkgo biloba, une plante que vous connaissez très bien au comptoir, qui a été largement prescrite quand le Tanacan a été remboursé, et qui a été souvent proposé pour des personnes plutôt âgées avec des troubles cognitifs. Donc, c'est vrai que ce ginkgo est actif sur l'amélioration de la concentration, de la mémoire, et on connaît moins, mais aussi sur l'anxiété. Ce ginkgo est pas uniquement régulateur de l'humeur ou actif sur la mémoire, mais vous savez aussi qu'il agit sur tout ce qui est circulation sanguine. C'est une plante aussi à multipropriétés. Et donc, ce ginkgo assure une neuroprotection. Alors,
Pareil, interaction médicamenteuse, attention, anticoagulant, hein, ça c'est à cause de sa propriété fluidifiante, et puis tout ce qui est aussi antidépresseur, benzodiazépine, parce qu'il y a aussi, il agit au niveau du système nerveux central, donc attention s'il y a ces prescriptions de ces médicaments. Et toujours notre nutrition, n'oublions pas nos nutriments. L'insomnie, donc l'insomnie, eh bien, ça va se définir par une perturbation de la durée ou de la qualité du sommeil avec les répercussions, irritabilité, perte de mémoire, problèmes relationnels et au long cours, réduction de l'espérance de vie, hypertension artérielle, prise de poids. Donc, ça peut être des difficultés pour s'endormir, des éveils nocturnes ou un réveil trop précoce. Et là aussi, les acteurs, le tryptophane qui va donner la sérotonine, qui va donner la mélatonine. Et la mélatonine, hein, notre corps, c'est aussi une horloge. Et donc, cette hormone qui est sécrétée surtout dans la glande pinéale et qui va réguler le cycle veille-sommeil. Hein. Donc, elle est sécrétée à partir de 22 heures sur une dizaine d'heures et un pic entre 3 et 4 heures du matin. Donc, il n'y a pas de réserve, elle est distribuée directement. Donc, cette mélatonine que l'on voit présente maintenant souvent dans les compléments alimentaires est présente certainement aussi par rapport à ce durcissement de la réglementation des hypnotiques. Et elle était quand même ciblée surtout pour les sujets de plus de 55 ans qui peuvent avoir davantage de difficultés à biosynthétiser la mélatonine. Avec le temps, on accumule des carences, l'organisme fonctionne moins bien. C'était une des indications. Et puis le décalage horaire, hein. Ça c'est facile à comprendre. Si on est parachuté au bout de quelques heures dans un fuseau horaire où il y a une différence de 6-8 heures, eh bien notre horloge elle doit se reprogrammer pour refabriquer cette mélatonine eh bien, en fin de soirée. Hein. Voilà, et ça, il faut un petit temps. Quelques contre-indications, il faut aussi faire attention à l'utilisation de maladies inflammatoires, auto-immunes, traitements substitutifs, thyroïdiens. Alors, nous avons parlé pour l'anxiété de l'aubépine, de la passiflore, de la valériane. Donc, ces plantes qui vont calmer, détendre, eh bien, ça va être indirectement aussi, et elles vont aider aussi au sommeil. Hein. C'est certain que si on est anxieux, on va dormir peut-être plus facilement. La passiflore aussi a une propriété intéressante par rapport au sommeil. Elle diminue la température corporelle et donc ça, c'est propice à l'endormissement. La plante phare, je dirais, l'Escolsia californica. Donc, cette plante est très intéressante pour aider au sommeil. Elle est quand même dose dépendante. Si la dose est trop faible, elle sera plutôt anxiolytique, mais il faut que la dose soit correcte pour qu'elle ait un effet plus hypnotique. Une contre-indication, le glaucome. Et donc voici ce tableau qui permet de récapituler les différentes propriétés de ces plantes qui peut-être nous permettent d'en choisir une plus que l'autre. Donc, si on veut une diminution du délai d'endormissement, on ira vers la passiflore, valériane, escosia. Prolonger le sommeil avec la passiflore, l'escolsia. La qualité du sommeil sera améliorée avec la valériane, l'escolsia. Les cauchemars seront gérés par l'escolsia. Si on a une insomnie récente, on ira plus vers l'aubépine et la passiflore, et une insomnie plus ancienne vers la passiflore et l'escolsia. Les plantes qui sont GABAergiques, donc qui agissent au niveau du système nerveux central, passiflore, valériane, escolsia, on a vu que l'aubépine était plus périphérique. Et puis, s'il y a agressivité, on peut penser à la valériane et phénomène de palpitation à l'aubépine. Et puis l'intérêt de nos nutriments, la baisse de morale. Alors, la baisse de morale, eh bien, c'est différent de l'anxiété. Hein. C'est quand s'installe une tristesse permanente, on va dire, avec des difficultés à penser, une perte d'intérêt,
une baisse de tonus et puis une baisse aussi d'estime de soi-même. Hein. C'est un phénomène qui est plus insidieux et qui voilà, est difficile à gérer. Alors là aussi, eh bien, il s'agit de déséquilibre de neurotransmetteurs. Hein, donc, ces neurotransmetteurs, sérotonine, noradrénaline, dopamine, hein, qui interviennent dans notre régulation de l'humeur, eh bien, voilà, ils sont fonctionnement est perturbé. Alors, les plantes qui peuvent aider, on a le millepertuis, Hypericum perforatum. Si on observe le fonctionnement de cette plante, eh bien, inhibition de la recapture de la dopamine, noradrénaline, sérotonine, hein, ça vous parle. Donc, c'est quand même les propriétés des antidépresseurs. Donc, cette plante, eh bien, elle devrait être prescrite. Voilà. Parce que eh bien, ça a un impact quand même puissant hein, sur ce système nerveux central et il faut que ça soit cadré. On ne peut pas se permettre de conseiller comme ça le millepertuis au comptoir. Non, non, il faut que ça soit quelque chose, une prise en charge. Et voilà, l'idéal, c'est une prise en charge vraiment par un thérapeute qui va suivre la personne. S'ajoute aussi une photosensibilisation et de très, très nombreuses interactions médicamenteuses. Donc, en fait, au comptoir, notre rôle, ça va être davantage lorsqu'il y a une personne qui souhaite acheter une boîte de millepertuis, eh bien, de donner tous les conseils d'utilisation, hein, surtout. Le safran, on en parle peut-être moins que le millepertuis. Son étude est plus récente, mais elle est quand même aussi, elle intervient sur l'inhibition, la recapture de la dopamine, noradrénaline et sérotonine aussi. Hein. Donc le safran, eh bien, j'ai envie de dire aussi prudence. Hein. D'autres propriétés, protection de la rétine, syndrome métabolique, bon, c'est les propriétés qu'on y attribue. Et donc aussi, eh bien, attention aux interactions médicamenteuses aussi. Le Griffonia simplicifolia, donc cette plante est riche en 5-HTP, ou 5-hydroxy-L-tryptophane, donc c'est un précurseur du tryptophane qui va donner la sérotonine. Et donc, cette plante, eh bien, voilà, va aider le corps à refabriquer de la sérotonine. D'autres propriétés, elle agit sur la sensation de satiété et sur les bouffées de chaleur de la ménopause. Attention aux interactions médicamenteuses. Donc, en fait, pour toutes ces plantes qui sont actives sur une production de neurotransmetteurs, type sérotonine, eh bien, il faut avoir en tête qu'il faut une prudence, hein, parce que être sûr que la personne n'a pas déjà d'un traitement antidépresseur, s'entourer, poser des questions avant de pouvoir les conseiller ou donner des conseils adaptés. Il faut ne faudrait pas non plus risquer d'avoir ce qu'on appelle le syndrome sérotoninergique, hein, c'est-à-dire trop de sérotonine. Si une personne prend déjà un antidépresseur et rajoute une plante qui va augmenter le taux de sérotonine, eh bien, on va avoir trop de sérotonine et des effets, des tremblements, des tas d'effets, en fait, aussi délétères. Donc, vraiment, tous ces produits, ils sont efficaces, ça marche bien, mais il faut, dans le conseil, s'entourer de précautions et poser des questions. Les nutriments, je rajoute ici la vitamine D parce que des travaux mettent en évidence l'intérêt de la vitamine D dans cette baisse de morale. Les huiles essentielles, donc ici, une approche particulière, l'olfactothérapie. Donc les huiles essentielles qui dégagent une senteur, une fragrance particulière, eh bien, ça peut être intéressant par ce côté réconfortant de l'odeur, hein,
sens d'odorat va pouvoir être flatté, et donc les odeurs peuvent réconforter aussi une personne. Ça peut faire partie aussi d'un plus. Et donc, Madeleine de Proust, les odeurs, ça nous ramène toujours à quelque chose de positif et de négatif. Donc, voilà, pour les personnes qui aiment tout ce qui est odeur d'orange, on a la mandarine rouge, l'orange douce, le petit grain bigarade, qui vont pouvoir être utilisés en olfactothérapie en diffusion passive, c'est-à-dire on met quelques gouttes sur une pierre et il y aura une diffusion passive qui va se faire, ou alors en inhalation sèche, on met quelques gouttes sur un mouchoir et on peut respirer. L'orange douce particulièrement est très riche en limonène qui a des vertus sédatives aussi. La lavande, alors la lavande c'est simple, on aime ou on n'aime pas. C'est très curieux pour cette plante, mais c'est très net. Sa vie, c'est pas mitigé, c'est l'un ou l'autre. Donc évidemment, si on a envie de conseiller cette huile en olfactothérapie, eh bien s'assurer que la personne aime bien cette odeur-là, bien sûr. Donc pareil, diffusion passive ou inhalation sèche. Et puis le géranium bourbon, qui lui va davantage rappeler l'odeur de la rose. Écoutez, merci en tous les cas bien d'avoir été présent après une journée de travail. Puis avec les rentrées, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis à très bientôt. Et encore merci. Au revoir.